Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Alors, j'espère que pour une fois le son va m'aider, hein. Bonsoir Manu, bonsoir Vanessa, bonsoir Françoise, bonsoir Véro, bonsoir Robin, bonsoir Stéphanie, bonsoir Isabelle, coucou mon cœur, bonsoir Orgonite. J'espère que vous allez tous bien, bonsoir Edmond, bonsoir le riche, j'espère que vous m'entendez. Bon, j'espère que vous avez tous passé un bon dimanche, hein. Avec le beau temps qu'il a fait, j'espère que vous avez pu réussir à tous sortir. Voilà, c'est comme ça. Coucou mamie. Bon, j'espère que vous allez tous bien, vous m'entendez bien. On espère qu'aujourd'hui il ne va pas y avoir de problème technique. Enfin, il y en a eu un pendant le générique, mais vous ne l'avez pas vu. Bonsoir David, coucou Nathan. Bonsoir Nadined. Nadined. Bon, voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon dimanche. Je sais, j'en connais certains qui ont passé un très bon dimanche. Bon, oui, le temps est parti pour durer, Françoise. Oui, ça, on a eu un superbe dimanche. Bonsoir Christine. Bon, voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon dimanche. Donc, on est parti pour une nouvelle émission, l'envers des décors. Donc, je remercie encore Michel Billet pour le chrono et le générique. Bonsoir Martial. Bonsoir Gwendoline. Bon voilà, j'espère que vous avez tous passé un bon dimanche, que tout s'est bien passé. Donc nous allons faire un live sur les sorcières, un sujet que vous avez vous-même décidé. Pas plus fort, il faut que je parle plus fort à chaque fois, j'ai le droit à ce coup-là. Bon voilà, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai essayé de parler un peu plus fort, d'appuyer un peu plus ma voix. Comme d'habitude, j'ai toujours un problème de son. Donc voilà, donc nous avons passé 15 jours assez intenses au sein d'Indivis. Donc j'ai profité du début de cette émission pour passer un petit message un peu spécial. Occupez-vous de votre cul. Alors c'est pas pour vous, hein, c'est pour les personnes qui sont terrain ciblées, ça les concerne eux. Occupez-vous un peu de vos fesses. On est sur Facebook, les amis. Il n'y a rien à gagner à être plus connu ou moins connu qu'un autre. Il n'y a rien à gagner à cracher sur la gueule d'un autre. Il n'y a rien à gagner à critiquer un autre ou à lécher les boules d'un autre. Excusez-moi des expressions, mais bon. Alors, en ce moment, c'est un peu ça sur le para. Alors d'habitude, on s'en mêle pas trop parce qu'on n'est pas concerné, mais là, pendant 15 jours, on nous a bien ciblé. Donc voilà. Juste ce message un peu, voilà, une petite dédicace. Ceux qui sentiront visés, ben, vous êtes visés, hein, ma foi. Voilà, occupez-vous un peu de vos fesses. Et sachez que surtout que on est sur Facebook, on serait sur YouTube encore, je comprendrais un peu. Il y a une petite histoire d'argent, et encore, il faut avoir un certain nombre d'abonnés, mais il y a une petite histoire d'argent. On est juste sur Facebook, hein, il n'y a pas d'histoire d'argent, on est juste là pour partager notre passion, pour partager ce qui nous fait plaisir, pour partager aussi nos idées, nos ressentis, nos avis aussi, hein. Quand on nous critique, pour nous dire arrêtez de dire, de supposer, de dire ce que vous ressentez de ça. Non, non, on vous propose nos avis, point à la ligne. Donc voilà. Bonsoir Nathan. Donc voilà, c'était juste un petit message pour ces gens-là qui, voilà, ça fait 15 jours qu'ils nous en mettent un peu plein la gueule. Donc on a pour politique indivise de rester neutre et de ne pas s'impliquer dans l'histoire. Donc on ne citera pas les noms, on ne s'attaquera pas directement personne, mais voilà, c'est un petit message pour eux. Occupez-vous d'un peu de votre cul et lâchez-nous la grappe. Voilà, maintenant que le petit message est passé, je ne voulais pas vous embêter avec ça, hein, normalement. Mais voilà, là ça fait un peu 15 jours qu'on reçoit des MP dans tous les sens, donc voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons parler des sorcières. Bonsoir Joël. Méchant, oui et non. C'est-à-dire quand ils sont méchants, si tu prêtes attention, Françoise. Mais là... Ah oui, un petit clin d'œil, un petit coucou et un merci à nos modérateurs, Véro, Manu et ma petite femme. Nathan, qui n'est pas là aujourd'hui, hein, il passe un dimanche en famille, heureusement pour lui. Bonsoir Marie. Désolé Christine. Pourtant, tu vois, si je mets le son, tu l'entendras très bien et c'est pour ça que...
Alors merci à tous de votre présence, merci à tous de vos partages, merci toujours d'être là parce que c'est parce que vous êtes là qu'on continue. Il n'y a pas de souci, Orgonite. Tu travailles un dimanche, tu as du courage. Bonsoir Stéphanie. Ah, t'aimes bien les sorcières. Bah, ça tombe bien, on va en parler. Tu as oublié, ce n'est pas le moment des vendanges. Bon voilà, j'espère que vous allez bien. Donc nous avons parlé de sorcières, donc sujet que vous nous avez proposé, que vous avez voté en majorité. Bonsoir Nathan Crook. Alors voilà, donc nous allons parler des sorcières. Voilà, j'ouvre mon texte. Voilà. Alors les sorcières. Les sorcières, du latin sort, sort et destin, les sorcières ou sorciers sont des personnes démoniaques possédant les secrets de la magie. En Occident, elles sont considérées comme des femmes du démon ou du diable. Elles incarnent la nature dans son aspect occulte, mais aussi l'étrangeté qui se cache derrière les apparences. Les capacités de la sorcière sont vastes, allant du talent de lancer des sortilèges à celui de se métamorphoser à volonté pour se déguiser. Techniquement, ce sont des magiciennes, dans le sens où qu'elles sont liées au surnaturel, à la différence qu'elles sont clairement liées aux ténèbres, au domaine diabolique. Il est globalement admis que les sorcières peuvent aussi voler à l'aide d'un balai. Donc voilà pour ce qui est de la définition d'une sorcière. Non, désolé Manu, une sorcière... je parle pas du mot sorcier, je parle du mot sorcière, parce que Manu va râler. Une sorcière est par définition liée aux éléments des ténèbres. Donc une sorcière est par définition maléfique. Alors depuis quand existent les sorcières? Depuis l'Antiquité, on considère qu'il existe des sorcières. Elles puiseraient leur énergie magique dans la Lune et qu'elles attiraient près de la Terre pour augmenter leur pouvoir. Donc ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est que là on parle des sorcières d'une époque antique, mais leur pouvoir serait d'attirer la Lune. Or actuellement, à notre époque, nous savons très bien qu'attirer la Lune, c'est simplement la trajectoire de la Lune qui fait qu'elle se rapproche et s'éloigne de la Terre et crée d'ailleurs le phénomène des marées, qui n'est pas compris depuis si longtemps que ça. Donc voilà, on est déjà dans des suppositions, donc c'est une époque antique, mais c'est des suppositions que leur pouvoir c'était d'attirer la Lune près de la Terre. Donc les sorcières, depuis l'Antiquité, possèdent quasiment les mêmes équipements qu'on connaît actuellement. Leur grimoire, leur chaudron, leur boule de cristal et leur miroir. Voilà depuis l'Antiquité les outils que l'on attribue aux sorcières. J'essaie de voir vos commentaires en premier, excusez-moi. Bonsoir Mélanie. Donc voilà, depuis l'Antiquité que l'on connaît les sorcières, on leur attribue depuis cette époque-là ces 4 outils. Donc miroir, chaudron, boule de cristal et grimoire. Oui, non Manu. Alors étymologiquement, le mot sort, qui est d'où est venu le mot sorcière. Ce mot sort et le sort est le destin. Donc les sorciers et les sorcières sont des personnes capables de connaître les secrets de la magie. Que ce soit en Occident, en Orient, dans tous les pays, elles sont plus ou moins considérées comme ça. Je te parle du côté féminin. Il ne faut pas oublier que, à l'origine, les sorciers et les sorcières n'étaient pas les mêmes choses. Parce que depuis l'origine des temps, beaucoup de cultures sont misogynes. Donc on considère les femmes comme au moins inférieures, si ce n'est diaboliques. Bonsoir Bernadette. Donc elles possèdent des outils qu'on retrouve aujourd'hui dans nos légendes, une boule de cristal, un chaudron et un miroir magique, en plus de leur grimoire. Déjà, ses pouvoirs sont étoffés. Elle peut voir les choses que les humains ne peuvent voir grâce à ce seconde vue. Elle peut entrer en relation avec les morts, prédire l'avenir et revenir dans le temps. Elle fait donc office autant de diseuse de bonne aventure, de prêtresse, de guérisseuse et de nécromancienne. Donc depuis l'Antiquité, on attribue d'énormes pouvoirs aux sorcières. Donc pouvoir voir les choses que nous ne voyons pas, donc leur capacité de seconde vue, pouvoir entrer en relation avec les morts, prédire l'avenir et revenir sur le temps. Donc voilà, ce sont déjà des pouvoirs qu'on leur a attribués depuis l'Antiquité, qui sont déjà de grands pouvoirs. Oui.
Donc, alors, voilà, on va parler de ça. Dans l'imaginaire populaire, la sorcière ressemble à ça. Donc, vous la connaissez tous. Hein. Dans l'imaginaire populaire, la sorcière est laide, vieille et coiffée d'un chapeau pointu ou d'une capuche. Avec ses traits difformes et son nez crochu, elle fait peur à voir et prépare toujours un mauvais coup, généralement armée d'un grimoire pour lancer une incantation. Il faut savoir que cette image n'est pas partagée dans l'ensemble des cultures dans lesquelles la sorcière apparaît. Les premières sorcières qui sont apparues, que l'on connaît, apparaissent dans la Grèce antique. Et à cette époque-là, c'était des sorcières très belles. Entre autres Cicée, Médée, dont on parlera plus tard. Elles commencent à devenir laides dans une période contemporaine, à l'époque de Baba Yaga, en Russie. Il y a Yama-Uba, qui est dépeinte comme acideuse, c'est dans le folklore japonais, mais elle est plus proche d'une créature que d'une vraie personne, ainsi que Rangda, qui est une sorcière indonésienne, qui est une sorcière maléfique. Elle est moche, mais ces sorcières-là s'approchent plus de créatures magiques que de personnes laides. Donc voilà, il faut savoir que les sorcières telles que vous voyez actuellement, donc les sorcières laides, vieilles, le nez crochu, les verrues de partout, c'est quelque chose de très récent. À l'époque, elles étaient surtout considérées comme de belles femmes. Ça faisait partie d'ailleurs de leur capacité de pouvoir attirer les hommes grâce à leur beauté. Enfin, soi-disant ensorcelées. En général, c'est plus qu'elles étaient belles que ensorcelées. Coucou Rachou. Non, ce n'est pas ma femme qui est à l'écran. Donc Manu, pour répondre à ta question. Alors pourquoi la sorcière a toujours été considérée comme malfaisante? En réalité, c'est son usage de la magie qui effraie. Déjà, en Mésopotamie, hop, c'est là. Voilà, donc l'époque mésopotamienne. En Mésopotamie, la magie est divisée en deux parties. Celle qui fait partie des cultes, la magie blanche, donc celle qui est proche de la religion et de la culture mésopotamienne, et celle pratiquée par les sorciers et sorcières servant à faire le mal, la magie noire. La magie et ses effets ont, dans le monde grec et à Rome, été considérés au mieux comme du charlatanisme, au pire comme un acte démoniaque. Donc à l'époque grecque et romaine, tout ce qui était magie, mis à part la magie liée aux prêtres et aux cultes, était considéré comme démoniaque. Elle était utilisée pour lire dans le destin ou pour entrer en transe et comprendre les secrets de la vie après la mort. Toutes sortes d'amulettes et de maléfices furent inventés pour se protéger ou maudire ses ennemis. La magie n'a donc rien à voir avec la piété religieuse, la foi, et ceci dans quasiment toutes les mythologies mondiales, de même que dans la religion monothéiste actuelle. Donc voilà, il faut bien savoir que depuis le début de la sorcellerie et de la magie, on a toujours considéré que ce qui était lié aux prêtres, aux religions et tout ça, était une bonne magie, et tout ce qui était lié, qui n'était pas lié aux prêtres et tout ça, était considéré comme de magie démoniaque, de la sorcellerie. Et donc c'est pour ça que depuis, je peux te le dire Manu, depuis le début de la magie, les sorciers et sorcières sont considérés comme démoniaques. Donc oui, effectivement, ces personnes-là, depuis que l'histoire est histoire, sont considérées comme des personnes démoniaques. Je vois vos commentaires, mais je vois que c'est beaucoup de coucou. Alors, je dis coucou à tous ceux que j'ai pas vus, hein, j'ai pas pu voir tous vos commentaires. Parce que forcément, il faut que je fasse défiler. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Donc voilà, depuis l'époque mésopotamienne, depuis les Grecs, depuis les Romains, on a toujours considéré que les sorcières, vu que leur magie n'est pas liée au culte, au dieu polythéisme, monothéisme même actuellement, on considère que leur magie est impie et donc est issue du diable et tout ça. Tout à fait, Manu. Je t'ai pas dit que c'était vrai, qu'elles étaient vraiment maléfiques. J'ai dit que elles ont toujours été décrites comme étant maléfiques, vu qu'elles n'ont pas besoin d'un dieu ou quoi que ce soit pour se servir de leur magie. Donc il faut savoir, alors j'ai fait beaucoup de recherches sur les sorcières, il faut savoir que pour connaître l'histoire des sorcières, malheureusement, quasiment toute l'histoire des sorcières qu'on peut trouver dans les livres classiques et tout ça, j'ai pas trouvé de livre un peu plus précis écrit par des sorcières. J'ai trouvé beaucoup de livres écrits par l'Inquisition et tout ça, donc pour s'intéresser à l'histoire des sorcières, il faut malheureusement s'intéresser à la chasse aux sorcières. Donc on peut croire ou non aux sorcières, toutefois la chasse aux sorcières a véritablement existé.
les institutions religieuses chrétiennes considéraient que cette pratique ésotérique existait vraiment. Donc il faut savoir qu'à l'époque, hein, ils considéraient vraiment que les sorcières existaient. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Donc comme je dis souvent, s'ils y croyaient, il y a peut-être un fond de vérité aussi. Hein. Mais bon, en se basant sur les faits que ce n'est pas beaucoup plus incroyable de croire qu'une force d'une force, voilà. C'est pas plus fou pour eux de croire que les sorcières existent, qu'elles peuvent utiliser de la magie, comme ce n'est pas plus fou pour eux de croire qu'il y a un dieu, une force naturelle qui existe. Donc pour eux, cette magie existait vraiment, mais elle ne provenait pas des bienfaits de Dieu, elle était associée à la magie de Satan. Donc les sorcières se positionnent en contradiction avec la pureté de la Vierge Marie, l'idéal de la femme chrétienne. Rapidement, ce lien avec le diable devient très puissant et on considère que la sorcière est l'épouse ou l'amante de Lucifer. On leur donne pour réputation de répandre les épidémies, la famine, la mort par leur sortilège. Donc voilà, comme d'habitude, hein, on a considéré que ce qu'on ne comprenait pas et ce qu'on n'arrivait pas à mouler et à cadrer comme on voulait était impur et donc... Alors le terme secte, je l'ai vu apparaître beaucoup plus tard. Mélanie, on parle pas de secte à ce moment-là, c'est beaucoup d'éléments indépendants, hein, vraiment isolés les uns des autres. C'est pour montrer un peu la stupidité à part quelques chasses bien spécifiques. Il y a les chasses en général étaient vers des individus, en général des femmes célibataires, qui arrivaient à se débrouiller dans la vie, donc forcément c'était pas normal, donc il fallait trouver une explication. Et on retournait souvent à ceci, comme dire que c'était des sorcières. Il était facile d'être accusé de sorcière à l'époque, hein, il suffisait que votre voisin dise que vous étiez une sorcière. Et vu qu'avec les méthodes d'interrogatoire de l'époque qui étaient plus proches de la torture que de l'interrogatoire, il y a peu de chances que vous disiez que vous mainteniez longtemps que vous n'étiez pas une sorcière. Alors effectivement, les sorcières, depuis l'aube des temps, sont associées aux orgies, se courir nu dans les champs, coucher avec tout le monde, se droguer, boire de l'alcool, voilà. Mais voilà, t'as raison, mais le terme secte arrive beaucoup plus tard, Mélanie. Alors non, Pollux, non, non, ce n'est pas des monothéistes qui ont diabolisé ces croyances. On connaît effectivement la chasse aux sorcières des religions récentes, monothéistes. Mais à l'époque des Romains et des Grecs, déjà, les Romains avaient interdit tout ce qui était considéré comme de la magie, qui n'était pas lié aux prêtres. Donc à cette époque-là, déjà, les sorciers étaient exécutés. Hein. Ça faisait moins scandale parce qu'on considérait que c'était normal, mais voilà, les sorciers étaient déjà exécutés à l'époque des Romains et des Grecs. Donc voilà, non, non, c'est pas les monothéistes qui ont diabolisé, les monothéistes ont juste continué le tracé que leur avaient fait les Romains et les Grecs. Effectivement, le riche, comme les sorcières de Salem. Oui, alors, Pollux, effectivement, ils ont mélangé toutes femmes. Souvent, les guérisseuses étaient des femmes. Et même, comme elle ne priait pas Dieu pour pouvoir soigner les gens, ils considéraient que ce qu'elle faisait était lié au diable. Donc, même si elle soignait les gens, elles étaient considérées comme malfaisantes. Bonsoir, Nicolas. Allez, je remonte vos commentaires, hein, parce que Mélanie qui met des commentaires. Alors, je ne suis pas encore à cette époque-là, Mélanie, mais effectivement, je vais parler des dates après. Mais effectivement, on connaît les sorcières depuis l'époque antique, donc ce n'est pas quelque chose de récent. Oh, pas que des curés, hein, pas la misogynie que des curés, 9 Pollux. Je vais en parler. Hein. Bonsoir Nicolas Chups. Bonsoir Nicolas Plévert. Qu'est-ce que je mets comment je parle. Donc la chasse aux sorcières a eu lieu entre 1450 et 1700. Une époque où l'Église possédait un immense pouvoir sur les sociétés occidentales. Concrètement, la chasse aux sorcières a plus ou moins eu lieu entre 1560 et 1700. Alors, 1560 et 1700 pour ceux qui ne comprennent pas, parce que je parle toujours comme ça. Comme à Salem, en 1692, donc en 1692, on estime qu'à peu près 100 000 femmes furent victimes de cette purge. Les femmes sont les cibles de cette lutte pour plusieurs raisons. Premièrement, à cette époque, est connu pour sa misogynie spectaculaire. Deuxièmement, selon la religion chrétienne, les femmes sont souillées dès la naissance par le péché originel, c'est-à-dire qu'elles payent la conduite d'Ève cueillant le fruit défendu dans le récit de la Genèse. L'imagerie du balai volant est sans doute un stigmate de ce sexisme qui a poussé à l'extrême.
Donc vous voyez, à cette époque-là, pas forcément besoin d'être sorcière, les femmes étaient déjà marquées, stigmatisées par le péché originel, d'après la religion que tout le monde pratiquait à cette époque-là, par Ève. Donc dès que tu naissais femme, de toute façon, tu avais cette marque de péché, donc il était beaucoup plus facile de te juger. Pardon. Euh... la chasse aux sorcières est à la Renaissance. C'est fin du Moyen-Âge, début Renaissance. La Renaissance a plutôt connu la fin de la chasse aux sorcières, Pollux. Bonsoir à nous. Donc ouais, bonsoir Lulu, bonsoir à tous ceux que j'ai pas vus. Bonsoir Will, je vois que tout le monde te dit coucou. Donc voilà, il faut savoir que la chasse aux sorcières a effectivement causé la mort de quasiment 100 000 femmes, pas 100 millions, 100 000 femmes, sur quasiment le seul jugement qu'elles étaient femmes. Voilà, c'était la seule. Elles étaient femmes, elles ne se laissaient pas dominer, elles se débrouillaient toutes seules, donc c'était pas quelque chose qu'on pouvait accepter. L'excuse du fait que ce soit des femmes descendantes d'Ève et qu'il était plus facile à l'époque de les juger. La chasse vise en particulier les femmes étranges, majoritairement les célibataires, qui pratiquaient des rites dont la vie quotidienne serait mystérieuse pour le reste de la population locale. On cherche sur elles des preuves de leur nature. Alors que je vous montre un peu à quoi ressemble. Non, c'est pas ça. Voilà, voilà l'interrogation à l'époque de cette chasse aux sorcières. C'était des jours de torture. En général, les femmes avouaient qu'elles étaient sorcières simplement pour ne plus souffrir. On cherche les preuves de leur nature, la stigmadiabolie. La technique la plus répandue est la torture qui vise à les faire avouer. Au bout d'un moment, ces innocentes femmes avouaient être des sorcières pour ne plus avoir à souffrir. Certains penseurs mettront fin à ces affabulations en expliquant qu'il ne s'agissait que de superstitions irrationnelles. Finalement, la sorcière deviendra une véritable légende de conte pendant la période romantique. Donc voilà comment sont nées les sorcières. Est-ce que le Shabbat... Alors le Shabbat existe... le Shabbat. Le sabbat existe. Le sabbat, c'est la réunion des sorcières. C'est un jour de culte. Est-ce qu'il y a des orgies lors de ces réunions? Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Je ne suis jamais allé. D'après les légendes, oui. Mais les légendes sont nées de ce que les gens ne connaissent pas. Merci Will. Voilà, les légendes sont nées de ce que les gens n'arrivent pas à comprendre et ne connaissent pas. Alors, il y a plusieurs siècles en Europe, la peur des forces du mal a déclenché la chasse aux sorcières et des exécutions. Elles ont eu lieu principalement en France, en Allemagne, dans le nord de l'Italie, en Suisse et dans la région qui couvre aujourd'hui la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Des dizaines de milliers de personnes en Europe et dans les colonies européennes sont mortes, et des millions d'autres ont connu la torture, des arrestations, des interrogatoires, la haine, le sentiment de culpabilité ou la peur, déclare le livre de la chasse aux sorcières dans le monde occidental. Comment cette paranoïa a-t-elle commencé? Qu'est-ce qui l'a alimenté? Alors ceci est le texte de Mélanie, que je vous lis. Alors, comment cette paranoïa a commencé? Mais cette paranoïa a commencé à partir du moment où l'homme s'est senti supérieur à la femme. On a estimé que la femme était un être inférieur, facilement associé au diable. Et du fait que certaines de ces femmes n'étaient pas soumises et voulaient, donc comme on dit, souvent célibataires, ce qu'eux appelaient des rituels, c'est-à-dire qu'elles se débrouillaient toutes seules. Des guérisseuses, des personnes qui parlaient seulement. Et bien voilà, ça suffisait largement aux hommes attardés de l'époque, je vais dire ça un mot là, les curés, tout ça, c'était des hommes attardés de cette époque-là, qui les stigmatisaient comme sorcières, qui les torturaient pour les faire avouer quelque chose que sous des jours et des jours de torture, elles étaient obligées d'avouer finalement. Et finalement, pour finir tout simplement au bûcher. Voilà comment finissaient des femmes de l'époque. On peut même pas vraiment dire des sorcières. Est-ce qu'il y a eu des sorcières dans le lot? Oui, peut-être. Est-ce qu'il y a eu une majorité de sorcières? Certainement pas. Il y a eu certainement une majorité de femmes innocentes qui ont été brûlées. Alors Michel Bielier, je ne peux pas te dire que tu as raison, parce que je tiens à dormir dans mon lit ce soir.
C'est la faute aux hommes, Mélanie, c'est aussi la faute au fait que l'homme par nature, l'homme et la femme par nature, parce qu'il n'y a pas que des hommes, hein, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont dénoncé ces femmes, ces concurrentes. Hein, elle va dire tes concurrentes, elle estimait que leurs hommes risquaient d'aller les voir, donc elle les balançait pour qu'elles se fassent brûler aussi. Hein. Il y avait beaucoup de jalousie aussi féminine. Hein. Par quoi que seulement les hommes étaient ça. Alors on parle d'hommes parce qu'effectivement à l'église, ceux d'église et ceux qui jugeaient n'étaient que des hommes, mais il y a eu beaucoup d'élections de femmes et donc, Neuf Pollus vous conseille de lire Le Marteau des sorcières, écrit par un intégriste. Bon, un intégriste n'est pas neutre. Donc voilà, non, non, les sorcières sont nées à l'époque antique. C'était des femmes qui avaient soi-disant des pouvoirs. Alors je dis soi-disant parce qu'effectivement, quand le premier pouvoir qu'on leur attribue, c'est de pouvoir attirer la lune vers la terre. À l'heure actuelle, effectivement, les pleines lunes, les marées hautes et tout ça devaient être un phénomène qu'on ne comprenait pas. Donc il fallait trouver un coupable. Ces femmes-là devaient en profiter à l'époque de ce statut, parce que à l'époque c'était un statut qui pouvait permettre aussi d'être craint. Moi je suis supérieur aux femmes, aux hommes, tout le monde appelle moi Dieu. Donc voilà, voilà un peu de l'origine des sorcières. Elles sont nées suivant les légendes des différents pays. Je vais parler de quelques sorcières célèbres après. Elles ont été. Alors, si vous voulez vous intéresser malheureusement, hein, je vais dire malheureusement, c'est dommage d'en arriver à ce niveau-là, mais si vous voulez vous renseigner sur l'histoire sorcière, comme je l'ai fait, malheureusement, vous ne pourrez passer quasiment que par la chasse aux sorcières. C'est ces personnes-là qui, vu qu'elles les ont persécutées, qui se sont mieux renseignées dessus, qui ont cherché à savoir qui elles étaient, comment elles sont devenues. Donc, pour en savoir plus, il faut se renseigner sur la chasse aux sorcières. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions tiens, sur les sorcières avant qu'on rentre sur des sorcières bien spécifiques? Alors j'aime bien parce que je vois beaucoup de phrases très misogynes, très macho. En général, ce sont des hommes célibataires qui marquent ça. Hein. Les vrais sorciers ont existé, elles sont l'héritage de nos ancêtres. Alors je sais pas de qui tu parles, Neuf, parce que tu as mélangé masculin et féminin. Donc je vous laisserai à tous le soin de croire ou non aux sorciers et aux sorcières. Mon avis personnel, oui, j'y crois. J'y crois, je crois que les sorciers et sorcières existent. Simplement manipuler l'énergie, créer des sortilèges. Vu que ces légendes existent depuis l'aube des temps, effectivement, pour moi, il y a une base de vérité. Alors, effectivement, je pense pas qu'ils soient capables de tirer la lune ou de faire remonter le temps ou quoi que ce soit, sinon. Mais voilà, je pense qu'ils existent. Je pense que. Alors, détrompe-toi, Mélanie, il n'y a pas si longtemps que ça, encore une femme a été jugée pour sorcellerie dans un état américain, je ne sais plus lequel, et a été acquittée. Mais elle a été jugée, elle a été amenée jusqu'à la cour pour sorcellerie, donc non, ce n'est pas quelque chose qui n'existe plus. C'est encore quelque chose que les gens peuvent craindre, les sorcières, et il y a encore des chances, mais des chasses. Alors connues, on connaîtra que la version juridique, et alors moins connues dans les pays un peu plus isolés, renfermés politiquement. Je ne te garantis pas que les sorcières ne sont pas chassées. Mais oui, mais Véro, effectivement, on peut en faire un débat sur le sexisme, mais vu que en fait cette idée de sorcière est née du sexisme et de la peur de la femme à l'époque, une personne qui perdait du sang une fois par mois et qui n'en mourait pas, c'était illogique pour les hommes. Une personne capable d'enfanter, capable, voilà, c'était quelque chose que les hommes ne pouvaient comprendre, donc jugé comme étant néfaste. Est-ce que certaines sorcières ont des noms bien connus? Oui, j'ai t'en cité pas mal, Michel. Oui, j'y crois aussi. Oui, en Afrique aussi, effectivement. On comprend mieux le problème. Il n'y a pas de souci, Mélanie. Alors, Manu, tu as le droit à une vraie déclaration de la part de Chups Nicolas. Alors, je vais vous citer, on va passer sur la sorcière bien connue. Mais voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions tout le long, je vais lire un peu plus vos commentaires. Donc voilà, alors nous allons parler de la première sorcière connue, une des plus vieilles. Hein. On va essayer de monter un peu dans l'ordre chronologique et vous verrez l'évolution aussi de l'aspect physique de ces légendes. Donc la première sorcière connue,
est Isis. Isis est une déesse égyptienne, sœur et épouse d'Osiris et mère d'Horus. Contrairement au stéréotype de la sorcière occidentale, Isis est de toute beauté. Elle se sert de la magie pour infliger des malédictions, mais peut également faire le bien. Dans un mythe, elle soigne un enfant piqué par un scorpion en récitant une formule magique. Elle est également métamorphe, puisqu'elle peut se faire pousser des ailes sur les bras. Isis était déjà une magicienne à la base, mais c'est en piégeant un rat qu'elle a obtenu des pouvoirs phénoménaux. Donc voilà, je ne sais pas si vous saviez, mais effectivement, Isis était une sorcière. Alors on est loin du stéréotype de la sorcière laide, avec des verrues, le nez crochu ou quoi que ce soit, parce que Isis est considéré comme à l'époque et même actuellement comme un critère de beauté. Donc avant d'être déesse, elle était simple sorcière. Elle a réussi à piéger un dieu, hein, donc elle devient déesse suite à ça. Mais voilà, c'est une des premières sorcières de l'histoire. Alors j'ai pas les dates exactes, hein, parce que ce sont des légendes, donc les dates c'est des périodes plus que des dates. Ben ça y est, amour, tous les mecs sont amoureux. Ah mais Isis c'est effectivement est une déesse de beauté, hein. Donc si vous aimez le style qui peut vous atomiser en claquant des doigts, ou vous ressuscitez en 2 secondes, allez-y, hein. Donc voilà la première des sorcières dont je vais vous parler, donc Isis. La deuxième dont je vais vous parler est un peu, on va dire un peu plus récente, hein, mais tout en restant dans la période antique, hein. Donc voici Hécate. Hécate est une déesse grecque associée à la lune et à la mort. Si elle a pour fonction de relier les enfers, la terre et le ciel, elle est aussi la déesse des ombres mortelles et de la magie noire. Hécate est la plus grande magicienne ou sorcière et la maîtresse de cet art infernal. Elle est également polymorphe, pouvant aborder l'aspect d'une chimère à 3 têtes, une tête de lion, une tête de chien, une tête de cheval, avec un corps de femme. Hécate est liée dans tous les domaines de l'exotérisme et est patronne des sorciers et des sorcières. Donc voilà une des sorcières les plus importantes, même à l'heure actuelle pour les sorciers et sorcières, Hécate. Donc voilà, et je suis en train de dire vos conneries que vous marquez. Donc voilà, Hécate est l'une c'est la déesse de l'art, la déesse de l'art de la magie, des arts de César, pas César, de César. Donc voilà, même à l'époque, hein, vous voyez, ça reste non pas une femme avec nez crochu, tout ça. On est toujours très loin du stéréotype de la sorcière qu'on nous on a connue dans nos contes d'enfance. Ben oui, oui, c'est là. Alors c'est avant, c'est la déesse des sorcières, des sorciers d'ailleurs. Voilà, c'est ce que je disais, Mélanie. C'est que même à l'heure actuelle, malheureusement, ça reste, même si ça reste des cas isolés, c'est des cas qui existent encore. De femmes brûlées vives, de femmes tuées, pensant que que ce sont des sorcières. Donc voilà, c'est la déesse, c'est une déesse liée à la vie et à la mort, liée de très près à la magie, puisqu'elle en est la maîtresse. Effectivement, Pollux. Alors, il faut savoir que beaucoup de femmes étaient considérées comme sorcières simplement par leur beauté. Parce qu'elles envoûtaient les hommes. Alors, les autres femmes les accusaient de sorcellerie. Les curés, étant des frustrés de nature, les accusaient de sorcellerie. Et elles se retrouvaient souvent condamnées de sorcellerie simplement parce qu'elles étaient belles. Manu, invoque-toi. Ils sont trop nombreux. Ça y est, là, vous réveillez les fantasmes secrets de Manu. Donc, la deuxième est très connue. La troisième que je vais vous parler est très connue. Circé. Circé est un personnage de la mythologie grecque qui apparaît dans l'Odyssée d'Homère. Vivant dans le royaume d'Aïa, elle est décrite comme la plus belle et dangereuse des magiciennes. Ulysse la rencontra au cours de son voyage de retour à Ithaque. Il envoya ses émissaires rencontrer les habitants de cette île, mais un seul revint pour lui expliquer que tous les autres avaient été changés en porceaux par une sorcière.
Ulysse se rendit au palais de Circé pour sauver ses camarades et, aidé en chemin par Hermès, qui lui confia une herbe magique, il rencontra la magicienne. Il ingéra l'herbe et ainsi aucune formule magique ni potion de Circé ne pouvait rien lui faire. Impressionnée par cet homme hors du commun, la magicienne tomba amoureuse de lui, elle libéra ses hommes transformés en cochons et Ulysse resta une année entière avec elle à profiter des joies du palais et des plaisirs de la vie. Donc vous voyez là on est vraiment très très loin du schéma de la sorcière laide, puisqu'effectivement Circé était connue pour son immense beauté, pour sa capacité à envoûter les hommes d'un seul regard. Alors, on n'est pas encore dans le côté magique. Et après, en tant que magicienne, elle avait plus d'un tour dans son sac et il fallait l'aide des dieux pour pouvoir lutter contre Circé. Les sirènes terrestres. Donc voilà, Circé est l'une des sorcières les plus connues aussi. Mais elle reste une sorcière et non plus comme les précédentes une déesse. Elle est une simple sorcière, une simple mortelle. Mais elle est l'une des premières, ce qu'on peut considérer, elle a été considérée pour beaucoup comme l'une des premières sorcières. Donc la prochaine sorcière dont nous allons parler est une sorcière grecque. Oui, grecque, on dit grecque. Oui, il s'agit de Médée. Médée est aussi un personnage provenant d'un mythe grec. Elle est la princesse de Colchide, apparaissant dans la légende de la conquête de la Toison d'Or, contenant les aventures de Jason et les Argonautes. Alors que Jason et son équipage voguaient dans la Colchide pour y récupérer la Toison d'Or, Héra convainc avec Aphrodite qu'Héros tirait une flèche d'amour dans le cœur de Médée afin qu'elle s'éprenne de Jason et ainsi qu'elle l'aide. En échange, la jeune femme était douée de magie et pourrait donner un coup de main au héros. C'est ce qu'elle fit en donnant à Jason un onguent magique le rendant invulnérable lorsqu'il était appliqué sur la peau. La magicienne s'échappa même de son royaume avec son nouvel amour en tuant son frère au passage. Sur le voyage du retour, Médée pria les dieux infernaux de leur accorder leur protection et cela fonctionna. Cependant, à leur retour de Corinthe, Jason l'abandonna pour une autre femme. Elle entra dans une rage folle et tua la nouvelle femme de Jason en lui faisant porter une robe ensorcelée. Le mythe se termine avec Médée tuant ses propres enfants et s'enfuyant de Corinthe en femme blessée et en sorcière convaincue. Donc voilà, l'histoire d'une sorcière un peu plus tragique. Toujours dans la mythologie grecque. Donc là on passe de Ulysse à Jason. Je cherche les écouteurs. Il n'y a pas de souci. Excuse-moi, c'est vrai que j'appuie pas beaucoup ma voix. Pourtant je suis à 5 cm du micro. Même à notre époque, alors je vais en parler effectivement. Je vais continuer là-dessus, Manu. Mais on est encore à l'époque antique, et à cette époque-là, les sorcières ne sont pas encore de vieilles sorcières aigries et qui t'effraient du regard. Il n'y a pas de souci, Joël. Alors pour ces recherches, je n'ai pas été tout seul, mais j'ai une très très grande aide de ma femme qui m'a beaucoup aidé sur ce sujet-là. Donc 90% de ce que je vous lis et de tout ça est issu de ces recherches. Donc voilà. Donc nous allons passer à une sorcière un peu plus récente, que tout le monde connaît aussi. Hein. On va parler de Morgane. La fée Morgane est un personnage du cycle arthurien, un thème fort de la matière de Bretagne. Elle est la demi-sœur du roi Arthur et est une magicienne qui a tout appris de Merlin. Son rôle est parfois positif, mais l'on retient essentiellement son conflit permanent avec son demi-frère. La raison est floue, mais elle pourrait détester son frère à cause des chevaliers de la table ronde qu'il aurait rejetés en termes sentimentaux. Elle cherche alors la mort de tous les personnages principaux de la légende de Guenièvre à Gauvin. Morgane utilise ses pouvoirs à des fins maléfiques, mais elle possède également des pouvoirs de guérisseuse. Son fils, ou son neveu selon les textes, est Mordred, qu'elle a eu lors d'une relation incestueuse avec Arthur. Donc voilà une des sorcières de légende que l'on connaît beaucoup connaissent. On n'est toujours pas arrivé dans le cliché de la sorcière laide, on est toujours dans les sorcières réputées pour leur beauté. Donc Morgane, la demi-sœur de Arthur. Alors ça reste des textes de légende, mais effectivement c'était l'une des sorcières, on peut dire modernes par rapport aux sorcières dont on a parlé.
Donc voilà, c'est... bah oui, ma femme, c'est mon amour. Mais elle te le dit pas à toi, elle te le dit à moi. Hein, Michel. Donc voilà, c'est une des sorcières récentes, on peut dire un peu plus récente. On reste encore dans le cas d'une sorcière qui vous envoûte déjà par sa beauté. Elle était très méchante, Morgane, mais elle était méchante suite. Alors, une supposition est qu'elle était méchante suite à des déceptions sentimentales avec les chevaliers d'Arthur. Et effectivement, elle est considérée comme une des sorcières les plus malveillantes. C'est elle qui, d'ailleurs, accompagne Arthur lors de sa mort. Sur la fin, elle se radoucit, mais bon, elle est une des plus grandes ennemies d'Arthur, tout en étant sa demi-sœur. Tout à fait, voilà. On va s'en apercevoir. Euh, on va passer de la prochaine. Alors, la prochaine sorcière, vous la connaissez. Alors, je vous montrerai pas son image que vous les connaissez. On va parler de la sorcière. Alors, je vais écorcher son nom, malheureusement. Il s'agit de Grimhild. Grimhild est une sorcière apparaissant dans les mythes nordiques. Cette magnifique reine épouse le roi Jikui. C'est des noms nordiques, je vais tous les accrocher. Jikui, voulant absolument que le héros Siegfried épouse sa fille, Gurdrum. Bon, c'est que des noms qui ont... Malheureusement, il était marié et elle fit donc boire une potion magique pour qu'il oublie son épouse. La sorcière ne s'arrêtait pas là, car elle fit tout ce qui était en son pouvoir pour que Gunnar, son fils, se marie avec l'ex-épouse de Siegfried, Brunhild. Finalement, Brunhild, apprenant la traîtrise, contrainte par la magie de Siegfried, le tua et se donna aussi la mort. Finalement, Grimhild mourut consumée par ses pouvoirs. Alors on va faire sans les noms. En fait, cette sorcière est tombée amoureuse d'un roi qui aimait déjà une femme. L'ensorcela, elle voulait absolument... Voilà, non, elle s'est mariée avec un roi, elle voulait que sa fille épouse le héros de cette région, donc Siegfried. Comme il était déjà marié, elle lui fit boire une potion pour qu'il oublie son épouse de ce moment-là, pour qu'il épouse sa fille. Cela marcha, mais malheureusement, elle voulait que son fils se marie aussi avec son ex-épouse. Malheureusement, cette ex-épouse s'en rendu compte et se tua, ainsi que le mari de sa fille, son premier mari. Et finalement, elle mourut consumée par ses pouvoirs. Alors l'image que je vous montre actuellement est une image artistique. Hein. La légende, vous la connaissez tous, parce que c'est la légende euh, de Blanche-Neige. Voilà. J'arrive plus le nom. Alors je vous montrerai pas l'image parce que je sais que je vais systématiquement me faire bloquer actuellement. Sur Facebook, on fait très attention. Donc voilà. Alors on est toujours dans des religions polythéistes, on est toujours loin de la religion chrétienne, donc on a toujours des sorcières qui sont considérées comme magnifiques. Hein. Alors c'était une de mes conclusions, Cécile, hein, mais effectivement tu as raison. Méfiez-nous des femmes. Ah ben voilà, Pollux connaît le livre, d'où est issue cette légende. Alors j'ai accroché tous les noms, j'en suis vraiment désolé, mais c'est des noms nordiques, je n'arrive pas à les prononcer. Ils ont une consonance que je n'ai pas. Alors nous allons parler, la prochaine sorcière, elle est une sorcière tout en étant une créature que l'on connaît en tant qu'enquêteur. Hein. Voilà. Donc il s'agit de la Banshee. La Banshee est une créature fantastique de la mythologie celtique, d'apparence féminine et considérée comme une messagère de la mort. Elle est une sorcière démoniaque qui a la particularité de se mettre à hurler lorsque quelqu'un est sur le point de mourir. Elles sont d'une grande beauté, peuvent se métamorphoser et infliger autant de bénédictions qu'elles peuvent lâcher d'épidémies sur leur cible. Donc la Banshee, à l'origine des Celtiques, elle est une sorcière. Et ce qu'on retient de la Banshee, que tout le monde connaît de la Banshee, c'est son fameux cri. Donc la Banshee, c'est plus un style de sorcière qu'une sorcière. Il n'y a pas qu'une seule Banshee, il y a plusieurs Banshees. Voilà, c'est plus un terme générique, c'est un style, si vous voulez, c'est un style de sorcière. On reconnaît ça par son cri, ce sont des sorcières maléfiques. Elles sont là pour infliger, maudire les hommes. Elles sont rarement bénéfiques, mais elles peuvent l'être dans de rares exceptions, dans de rares cas.
Oui, on est toujours dans les... Alors, la prochaine sorcière est beaucoup plus récente. J'en ai déjà parlé dans le précédent live, mais c'est une sorcière que j'adore. Donc voilà, là nous revenons donc dans une époque très récente, une légende russe, Baba Yaga. Baba Yaga est un personnage provenant des légendes russes et plus généralement du folklore slave. Présente dans toute l'Europe centrale sous différents noms, cette sorcière est connue pour se repaître de la chair des enfants. Son originalité est son moyen de transport. Je vais vous mettre. Un mortier géant qu'elle dirige avec un pilon géant. Sa maison aussi est magique, montée sur pattes de poule. Baba Yaga pouvait se lancer à la poursuite de ses victimes. Plusieurs enfants lui échappèrent par des stratagèmes et c'est à celui de l'évasion de Valizilia que Baba Yaga fut changé en corbeau et perdit ses pouvoirs. Selon certaines légendes, la sorcière pouvait exaucer des vœux si des roses lui étaient offertes, mais il fallait tout de même rester sur ses gardes. Donc Baba Yaga, je vous en avais parlé dans la légende des miroirs. Ce qu'on pouvait invoquer derrière un miroir, mais Baba Yaga en fait partie. Voilà, Baba Yaga est une sorcière donc russe, moderne. Donc vous voyez, on est arrivé dans la catégorie de sorcières considérées comme moches. C'est vrai qu'elles ressemblent pas. On est arrivé dans les sorcières modernes, donc des sorcières qui vous font peur, qui en plus sont cannibales, souvent mangent les enfants, comme vous voyez. Elle a le balai, elle peut voler sur son balai. En plus, elle a cette maison avec des pattes de poulet. Et... Voilà, on est arrivé dans la sorcière vraiment. J'ai l'impression que romper dans l'enfance. Ah ben merci Nicolas, merci. Je prends ça comme un compliment. Voilà, donc on arrive dans les sorcières modernes. Et après, les prochaines sorcières dont je vous parlais, en fait, sont issues de légendes, mais sont rentrées dans la culture populaire. Donc, on va parler de une qu'on connaît tous, hein, la fée Carabosse. La fée malfaisante Carabosse est un personnage apparaissant dans les contes de Ma Mère Loi, un recueil de contes de Charles Perrault. Cette sorcière correspond au stéréotype listé plus haut, vieille, laide, très méchante et même bossue. Carabosse est mis en opposition avec les bonnes fées, les marraines, et, et est ainsi à l'origine de la malédiction qui touche la princesse de la Belle au Bois dormant. Son histoire se rapproche de la déesse grecque de la discorde Iris. Donc voilà, on va parler des sorcières un peu plus littéraires, qu'on connaît plus, mais qui sont... Tu vas te faire taper Manu. Et une gargamelle. Donc voilà, on est vraiment dans le stéréotype des... C'est les nouveaux contes, c'est les contes modernes, donc on est vraiment dans le stéréotype de ces sorcières moches à faire peur. Donc la fée Carabosse, la prochaine sorcière, pareil, c'est des sorcières qu'on connaît tous. Ce sorcière-là, vous la connaissez tous. Alors elle est un peu moins moche que les autres, elle est plus vieille. Et plus considérée comme une petite mamie, c'est la sorcière d'Hansel et Gretel. Ce personnage provient du conte d'Hansel et Gretel que l'on retrouve dans le recueil des frères Grimm. Je vous ne citerai pas le nom de ce conte, parce qu'il est écrit en allemand. L'histoire raconte comment le frère et la sœur Hansel et Gretel se retrouvèrent perdus dans la forêt après que leurs parents les aient abandonnés, n'ayant plus de quoi les nourrir. Les deux enfants trouvent une maison de pain d'épices et exclusivement constituée de friandises. À l'intérieur, une sorcière les accueille, leur prépare un festin. Elle révèle assez rapidement ses intentions. Manger les deux enfants une fois qu'ils seront bien engraissés. Elle enferme Hansel dans une cage et oblige Gretel à cuisiner pour le faire grossir. Le jour où le garçon doit manger, Gretel pousse la sorcière dans le four et les enfants s'enfuient ayant pris soin de voler les joyaux de la vieille sorcière. Donc voilà, une autre légende donc issue des contes Grimm. Si vous avez l'occasion un jour de lire les contes Grimm et les originaux, vous verrez qu'on est très loin des contes Grimm que l'on peut lire à nos enfants. Ils sont un peu plus violents, un peu plus... sont des contes très violents et très noirs, surtout très noirs. Les contes qui en sont issus, qui en découlent pour les enfants, sont beaucoup plus doux. Donc voilà, alors je vais vous parler de... C'est une sorcière issue d'un dessin animé, mais ce dessin animé est lui-même issu d'une légende. Donc je vais en parler, c'est la sorcière Karaba.
C'est un personnage qui apparaît dans le long métrage d'animation Kirikou. C'est Kirikou, la sorcière de 1998. Le film raconte comment le très jeune et minuscule Kirikou va se servir de son intelligence pour défaire la tyrannique sorcière Karaba, qui utilise sa sorcellerie et ses fétiches pour asseoir son autorité. En réalité, Karaba est une ancienne victime d'une agression de la part d'un groupe d'hommes. Il lui aurait planté une épine dans le dos qui lui aurait fait beaucoup souffrir, mais lui confierait aussi ses pouvoirs. C'est la raison pour laquelle elle transforme tous les hommes du village en fétiches. À la fin, Kirikou lui retire l'épine et ainsi répare le mal causé. C'est une allégorie. Karaka est traumatisé par le viol collectif et Kirikou l'aide à se remettre de cette épreuve. Il devient ainsi un homme dans le sens le plus positif du terme. Donc voilà, on se rapproche un peu plus. On va parler maintenant. T'as tous les contes de Grimm, les originaux, j'espère. Oui, les contes, parce que les contes, comme tu l'as écrit premièrement, ça les regarde. Alors, comment se voit la sorcière moderne? Eh ben, on va parler un peu de l'image dont on la voit actuellement. Parce qu'avec le temps, l'image de la sorcière s'est transformée au point de rendre ses personnages positifs. Elle n'est plus laide et vieille, mais jeune et jolie et souhaitant la paix avec les humains. Parfois, elle cherche à s'intégrer, comme Samantha de Ma sorcière bien-aimée ou Sabrina l'apprentie sorcière. Il y a aussi des sorcières et des sorciers vivant en Antarctique, à l'écart d'un monde des non-magiciens ne cherchant pas à leur faire de mal. Parmi eux, nous pouvons citer l'ensemble des élèves de Poudlard, dont la très futée Hermione Granger, mais aussi Ako Kagari de Little Witch Academia, c'est un manga. La culture populaire, comme elle l'a fait pour les vampires et les autres monstres autrefois horrifiques et sataniques, tend à rendre toutes ces créatures bienfaisantes et à faire vivre le monde entier en harmonie. Donc voilà comment nous voyons la sorcière actuellement. Nous connaissons tous la sorcière actuellement, on a tous vu les Harry Potter, on a tous vu les Sabrina, tous les sorcières actuelles. Voilà. On est passé des premières sorcières, Isis, Circé et Kat, qui étaient des critères de beauté. On est passé, en passant par les religions plus monothéistes, plus rigoureuses, plus misogynes, plus exclusives, à des sorcières qui sont devenues très laides, symbole de peur et de dégénérescence. Ah ben, salut Jérôme, et j'espère que tu as passé une bonne randonnée. À des sorcières, voilà, à des sorcières très, très noires, même physiquement effrayantes. Et l'évolution actuelle fait qu'on passe à des sorcières de moins en moins vieilles, de moins en moins moches, de plus en plus positives. Voilà. Et vraiment, l'image de la sorcière a beaucoup évolué, a de nouveau beaucoup évolué. Voilà, on a fait un bas, on était bas hein, parce que les sorcières étaient belles, mais plus ou moins maléfiques. Hein. On est passé par des sorcières très moches et très très maléfiques actuellement dans les contes modernes et dans ce que l'on lit actuellement. Ah ben oui, surveille ton fils Vanessa, hein, s'il a une grippe, ça se comprend. Hein. Voilà, l'image actuellement des sorcières que l'on peut voir dans les contes actuels est très positive. C'est souvent plus considérés comme des héros ou des personnages à qui on a envie de ressembler que comme les personnages que quand moi je grandissais, quand je lisais les contes, c'était des personnages effrayants, c'était vraiment la méchante sorcière. Voilà, les choses ont changé. Les sorcières bisounours. Oui et non, parce que je t'avouerai que même si ce sont des bonnes sorcières, si je me mettrais pas face à face à ces sorcières-là, nous, simples moldus, hein, excusez-moi. Alors Laurence, les sorcières ont les yeux qui changent de couleur. Suivant certaines légendes, je crois, les légendes celtes effectivement, celtes et je crois certaines légendes japonaises. Euh, L'image que l'on voit actuellement est issue des légendes parce que on voit actuellement les sorcières et sorciers quand ils utilisent leur pouvoir, ont d'abord cet éclat dans les yeux et ceci est issu des légendes celtes à l'origine, je crois japonaises, j'ai un doute sur les japonais. Celtes effectivement avaient leurs yeux qui viraient à un vert intense lorsqu'elles étaient en harmonie avec la magie. Donc voilà,
Effectivement, c'est lié à une légende celtique quand elle se mettait en harmonie avec la lune, elle avait les yeux qui changeaient de couleur et tout ça. Euh, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais pourquoi on associe souvent les sorcières déjà? Alors non, je n'en ai pas parlé, Céline. Pas besoin de me vous voyez non plus, hein. Non, je n'ai pas parlé des familiers. Alors j'ai parlé de Baba Yaga qui avait été transformé en corbeau. Je n'ai pas parlé effectivement de ces familiers, de pourquoi on associe les chats noirs, les corbeaux, les serpents et tout ça. Je pense qu'on associe, parce qu'en fait c'est très bête, c'est pas méchant, mais c'est très bête. C'est que toutes ces créatures qui nous font peur, qui nous effraient, on va les associer à ce qui nous effraie aussi. Donc les sorcières qui manipulent un chat noir que tu vas voir dans la nuit qui va t'effrayer, ça paraît logique. Donc c'est en fait, cette idée est liée à la peur qu'on a de ces animaux. Et on les associe donc à ce qui nous faisait peur quand on était gamin. C'est vraiment pas. J'ai pas trouvé dans les légendes que j'ai vues, Circé, tout ça, à quel moment on parle de familier. euh, à quel moment on associe voilà, ceci à un familier. Les familiers sont venus dans les contes récents. Et voilà, c'est un animal qui te fait peur, un crapaud, un serpent, voilà. Et toi, même actuellement, pour te dire l'évolution, même tu vois Harry Potter, ils ont des hiboux, ils ont des rats, ils ont... Mais ils les rendent attachants maintenant. C'est. Alors j'ai parlé d'une sorcière de manga, je sais pas si tu étais déjà, Jérôme. J'ai parlé de Hako Kagari, de Little Witch Academia. Les œuvres sont. Alors je ne connais pas, j'ai pas sorti la signification des changements de couleur. Je peux pas te le dire sans me tromper, donc je ne te le dirai pas. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait une signification. Euh, Chat noir aux yeux verts. Alors ça, il est pas friand parce que c'est le chat de Sabrina qui est comme ça. Les familles sont très présentes dans le folklore japonais. Alors c'est possible, mais je suis pas sûr que ça soit dans. Faudrait que je retrouve les légendes en fait, parce que je te dis dans les légendes que j'ai vues des sorcières, alors très peu de japonaises, hein, malheureusement, cette culture n'est pas beaucoup venue jusqu'à l'Occident, donc on a très peu de sources. Mais non, je n'ai pas beaucoup trouvé de légendes où le familier. Je sais que Circe avait des familiers aussi, hein, mais j'ai pas trouvé de nom de familier, de forme de familier précise. Donc non, je n'ai pas trouvé de lien vraiment précis avec ces familiers. Donc je n'ai pas parlé parce que non, j'ai pas trouvé. Ah oui, quand t'arrives comme ça en fin de live, t'as tout le monde qui te dit bonjour. Ouais. Surtout quand t'es connu comme toi, Jérôme, hein. Quand le loup blanc arrive, tout le monde lui dit bonjour. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur les sorcières? Je vais finir avec mon arrière-plan de Constantine, hein. Caro, il faut. Si, je fume, Paul. J'ai fumé au début du live. Je fume pas tout le temps. J'essaie de fumer le moins possible parce que je veux pas qu'on dise qu'après j'incite les gens à fumer. Oui, j'ai déjà la tremblote. Je rassure, je tremble beaucoup. Et en plus, je parle beaucoup avec les mains. Vous voyez beaucoup mes mains parce que je parle beaucoup avec les mains. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce live. J'espère que je vous ai appris deux trois trucs. J'ai j'ai trouvé intéressant que vous vouliez parler des sorcières en général, ce qui permet par la suite, si vous voulez parler d'une sorcière ou d'une période de sorcière particulière, ça nous permettra d'avoir élagué le sujet, de ne pas revenir sur les origines des sorcières, et vraiment parler de la sorcière précisément. Et les gens de leur ballet, vous en avez parlé, ça j'aimerais bien savoir, vous savez. Alors, des gens des ballets est né à l'époque de la chasse aux sorcières, donc à l'époque du Moyen-Âge, et c'était un stéréotype, une moquerie, plus que ouais, un stéréotype vraiment misogyne. Comme la femme était faite pour balayer au foyer, les bruits couraient qu'elles s'enfuyaient sur leur balai, qu'elles ne pouvaient pas se séparer de leur balai pour faire le ménage. Voilà, c'est vraiment issu d'un misogyne de l'époque. Y a-t-il des cercles de sorcières qui existent? Oh, certainement. Il doit en exister quelques-uns. Il y a les cercles Wiccan. En Bretagne, je sais qu'il y en a quelques-uns.
Après, c'est des cercles très fermés. Pour s'en approcher, il faut montrer de bonnes intentions ou de mauvaises, hein, ça dépend quel cercle tu t'approcher. Mais oui, les cercles de sorcières existent, les groupes de sorcières existent. Après, c'est compliqué de les approcher, c'est pas quelque chose que l'on crée sur les toits. Bon, tu m'expliqueras mon cœur parce que je comprends pas. Merci Lulu. De nos jours, Ekak n'est pas une sorcière. Alors, Ekak n'est pas une sorcière virtuelle par internet, c'est une vraie initiée aux pratiques occultes qui aide les consultants depuis 35 ans. Ekak a participé à de nombreuses émissions de télévision. On ne doit pas parler de la même Ekat, Mélanie, parce que moi, l'Ekat dont je vous ai parlé, elle est très très vieille. Je vais renoncer. Ekat, donc, est une déesse déjà, est une déesse grecque, donc à l'époque grecque médiévale, associée à la lune et à la mort. Elle a été sorcière et la plus grande magicienne sorcière et la maîtresse de cet art infernal. Mais elle existe depuis la nuit des temps quasiment. Alors la voir à la télé ou quoi que ce soit, moi je veux bien, mais bon, je connais pas cette Ekat là, Mélanie. Je ne connais pas de sorcière moderne dans le sens où je connais pas de sorcière vivante. Oh, j'aime bien les battre, y a pas de souci. Merci à Rachou. Oui, oui, ma petite femme, elle veut pas qu'on dise ça, mais c'est 99% de cette émission le revient. C'est elle qui a quasiment tout fait, donc peut-être en fin seconde partie de live. Mais oui, mais on parle pas de la même Ekat, Mélanie. Parce que les 4 dont je te parle, c'est la déesse. La déesse de. Il faudrait que je me renseigne sur cette Ekat de 69 ans que je ne connais pas. Une réincarnation des 4. Alors ça implique alors ça implique de croire la sorcellerie, ça implique de croire à Ekat en tant que sorcière, à Ekat en tant que déesse, et ça implique de croire à la réincarnation des âmes. Ça implique beaucoup de choses, mais pourquoi pas. Alors non, je l'ai pas encore mis sur Skype, sur OBS Skype, ça va arriver bientôt. Mais je vous mettrai Skype et vous pourrez intervenir en direct si vous voulez. Mais je ne l'ai pas encore mis en place. J'ai fait des essais avec Manu cette semaine, mais je ne l'ai pas encore mis en place. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions autres que sur les sorcières si vous voulez, hein, ça ne me dérange pas. Non, c'est pas moi qui ai tout fait. J'ai simplement lu ce que tu m'avais trouvé et j'ai associé tout ce que tu m'avais lu. Présenté, mais à 99% du mérite te revient, mon cœur. Merci Céline. Effectivement, merci à tous de votre présence, de votre participation. Voilà, ça me fait toujours autant de plaisir, ça me surprend toujours autant qu'étonnement, ça me fait plaisir, vous ne pouvez pas savoir. Et ça m'incite à continuer surtout. Merci Françoise. Merci Neuve. Euh, Mais on est toujours Mimi. Oui, oui, ne choquons pas l'auditoire, ton corps d'Adonis. On pourrait avoir plein de personnes. Donc voilà. Alors tiens, je vais répondre à une question qu'on m'a envoyée par MP. Pourquoi je ne fais pas de live long? Parce que j'estime que je fais un live dans un format d'une émission que, au-delà d'une heure, je pense que je risque de vous ennuyer plus qu'autre chose. Donc je ne ferai pas de live qui dépasse les 1 heure, même si là on a dépassé 1 heure. Mais voilà, je resterai sur ce principe-là. Merci Orgonite et surtout bon courage à toi si tu travailles aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Voilà, j'espère que ah, je lag. Je me vois laguer. C'est une catastrophe. Je n'ai pas pu suivre beaucoup car c'était l'heure de manger. Alors j'ai essayé de faire les 18 heures pour que ne pas justement être sur les heures de repas. Donc voilà, ben, je vais vous laisser là parce qu'effectivement il est 19h10, on va tous faire à manger. Beaucoup de travail demain. Bon, nous les enfants sont en vacances, c'est pas le problème, mais bon, voilà.
Merci Laurence. Alors, j'ai pas de la patience, c'est une passion. Tu vois, c'est vraiment, je prends vraiment plaisir à parler de tout ça, plaisir à interagir avec vous. Pour moi, c'est vraiment un plaisir. J'espère que c'est un plaisir réciproque. Et voilà, moi, je prends grand plaisir à vous en parler, à faire ces recherches et tout ça. Pardon. Et moi aussi, neuf Pollux, mais je vais aller manger. Je vais préparer à manger, je vais aller manger. Je vous remercie tous de votre présence. Je vais, comme d'habitude, alors faites attention au son, hein. Je vais mettre le générique que Michel nous a fait à la fin, comme d'habitude. Dans une ville du Var, la mairie intelligente présente Morgane aux parents. Ah, c'est possible. C'est possible, mais ce n'est pas légal. Donc, c'est effectivement possible que le maire ait décidé de faire ça, mais c'est pas légal. Tu peux nommer ton enfant comme tu veux. D'un nom correct. Tu peux pas nommer ton enfant connard. Mais tu peux nommer ton enfant comme tu veux. Voilà, bah écoutez, passez une bonne soirée. Merci à tous de votre présence. Merci de votre présence, de votre participation, de vos partages. Merci à tous. Et voilà, j'ai un clin d'œil à Michel avec, voilà, qui nous fait les génériques et tout ça. Donc c'est avec plaisir que je vais vous laisser avec le générique de Michel. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne fin de dimanche. Puis je vous mets le sujet ce soir, soit demain, le prochain sondage. Voilà. Ben, je vous remercie tous et je vous fais des gros bisous à tous, hein. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que dans chaque légende, il y a une base de vérité. Merci bien.